Merci. La parole est à Monsieur Joël Giraud pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois et rapporteur, chers collègues, nous abordons maintenant l'ultime examen de ces deux projets de loi relatifs à la transparence de la vie publique, puisqu'il revient à l'Assemblée nationale de les adopter définitivement. Je ne reviendrai pas sur la genèse de ces textes, les membres du groupe de RDP, notamment par la voix de notre président Roger Gérard Schwarzenberg, ayant eu l'occasion lors des lectures précédentes de dire haut et fort ce qu'ils en pensaient. Et l'opposition n'aura pas besoin non plus de m'applaudir à tout rompre pour masquer sa propre impéritie, car elle aurait été très inspirée d'inscrire à l'ordre du jour, lorsqu'elle était majoritaire, le projet de loi adopté en Conseil des ministres en 2010 suite au rapport de la commission Sauvé, ainsi que le ministre l'a rappelé tout à l'heure. Mais permettez-moi d'ajouter que ce projet de loi, par ailleurs, me semblait bien mieux rédigé que celui qui nous est soumis depuis quelques mois. Est-il besoin de redire tout le mal que nous pensons de ces textes bancals, mal ficelés, et tellement mal ficelés que les deux chambres n'ont pu parvenir à un texte de compromis crédible? Si la question de la composition de la haute autorité n'est plus d'actualité, nous n'en sommes pas pour autant satisfaits. L'autorité comportera 9 membres, comme celle prévue par le rapport Jospin, mais sur ces 9 membres, il n'y avait pas seulement 2 personnalités qualifiées, comme dans le projet de loi actuel, mais 6. 2 désignés par le chef de l'État, 2 par le président de l'Assemblée nationale, 2 par le président du Sénat. Cette marque de défiance envers le Parlement, en outre, n'est pas compatible à nos yeux avec le principe de séparation des pouvoirs. Confier le contrôle de l'action des parlementaires à une autorité administrative indépendante, théoriquement présente dans la sphère de l'action de l'exécutif, ne garantira pas son efficacité. Je reprendrai le mot de notre collègue Marc Dolez, qui avait déclaré dans cet hémicycle le 22 juillet dernier, applaudi d'ailleurs par la majorité comme par l'opposition, « Ce n'est pas la déclaration de patrimoine qui garantit l'intégrité, car elle n'empêche pas une déclaration mensongère. Ce qui garantit l'intégrité, c'est la transparence du contrôle de la déclaration. » Le Sénat, dans sa sagesse, avait prévu d'associer le bureau de l'Assemblée et le déontologue concerné à la procédure d'information. Je rappellerai également que la commission présidée par Lionel Jospin, que j'évoquais à l'instant, écrivait dans son rapport en novembre 2012 « La commission ne juge pas souhaitable d'amender le régime applicable aux déclarations de patrimoine qui doivent rester confidentielles. » Quant au régime déclaratif, les positions adoptées par les deux assemblées sont assez différentes. Globalement, l'Assemblée était favorable à un régime lourd, tant dans les obligations pesant sur les personnes assujetties que dans les sanctions dont elles seraient passibles en cas de déclaration incomplète ou mensongère, régime assorti de la désormais fameuse consultation sans publication assortie d'une peine de 45 000 € d'amende. Le Sénat, qui avait supprimé cette peine, la considérant comme disproportionnée et impossible surtout à mettre en œuvre à l'heure d'Internet. Je cite le rapporteur pour le Sénat, notre excellent collègue Jean-Pierre Sueur, dont nous partageons sur ce point d'analyse, a préféré un régime déclaratif moins lourd et moins durement sanctionné, cependant assorti d'une publication des déclarations au journal officiel. Position qui ne nous agrée pas non plus, mais qui est au moins moins hypocrite que celle adoptée par l'Assemblée nationale. Les députés de RDP défendaient le principe d'une publication uniquement en cas de déclaration incomplète ou mensongère. On nous a rétorqué « c'est un système punitif ». L'est-il plus que celui que vous nous proposez, alors que des milliers d'élus nationaux et locaux seront soumis à un voyeurisme qui risque de dégénérer en véritable traque? Comme aucune des deux formules ne rencontre notre approbation, conformément à la règle de l'entonnoir en cette lecture définitive, nous n'avons déposé aucun amendement sur ce point. Considérons avec d'autres que cette affaire est désormais derrière nous. Mais nous en reparlerons bientôt, lorsqu'il s'agira de défendre la vie privée des élus et de leurs proches, qui peuvent légitimement se prévaloir de l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par contre, nous avons déposé un amendement maintenant la suppression de l'article 17 de la loi ordinaire, comme le Sénat l'avait fait et comme le rapporteur du Sénat, Jean-Pierre Sueur, le proposait dès la première lecture. Celui-ci est trié le dispositif dit de protection des lanceurs d'alerte. Il rappelait qu'un dispositif similaire figurait dans le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale, que nous examinerons en nouvelle lecture la semaine prochaine, selon une rédaction plus convaincante d'un point de vue juridique, et que les deux dispositifs devraient s'articuler. En effet, les cas de figure envisagés par le texte dont nous débattons sont complètement invraisemblables. Le rapporteur prend l'exemple d'un gérant de SARL qui priverait le salarié d'une prime car il aurait signalé à lui ou à une association de type Anticor un conflit d'intérêts concernant un ministre dont il aurait pu avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Alors, pour les romans feuilletons, mes chers collègues, je préfère encore la version américaine, pourtant souvent nullissime, des séries télévisées. De plus,
Le dispositif confiant à des associations la faculté de recueillir des témoignages en matière d'éventuels conflits d'intérêts, sans que les faits puissent forcément constituer une infraction pénale, apparaît complètement disproportionné. Enfin, l'inversion de la charge de la preuve fait s'interroger Jean-Pierre Sueur sur les effets pervers susceptibles d'en résulter. Nous partageons complètement cette analyse, mais comme nous l'avons exprimé depuis le début, mes chers collègues, c'est le rapporteur, président de la commission des lois du Sénat, qu'il faut suivre aujourd'hui et pas celui de notre Assemblée. Vous l'aurez compris, les membres du groupe de RDP restent constants dans leur critique de ces textes, qu'ils désapprouvent très majoritairement. Et je vous le redis, comme je vous l'ai dit un jour en français, mais je vous le redirai en latin, nemo audito propriam turpitudinem allegans.